Quel secret cache l'épisode 3 de House of Dragon saison 3 ? Aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve pour mon analyse détaillée de l'épisode, mais aussi un décryptage de ses références, un point sur les différences entre cet épisode et le livre qu'il adapte Feu et Sang, mais aussi, à la toute fin de cette vidéo, une toute petite section spoiler dédiée aux lecteurs du livre, bien entendu, je vous préviendrai. Vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti. La production de House of Dragon nous avait prévenu, l'épisode 3 est conceptuel. Avant la diffusion, on s'imaginait plein de choses plus ou moins bizarres, mais en réalité, ça voulait simplement dire que l'épisode 3 est quasi intégralement dédié à Rhaenyra et ses diverses tribulations au sein de Port-Réal, ville qu'elle a prise dans l'épisode précédent. Il faut dire que c'est effectivement assez rare dans des séries comme Game of Thrones et House of Dragon, qui nous ont habitués à sauter d'un personnage à l'autre. Ici, un seul point de vue compte, celui de Rhaenyra, sur les événements qui ont lieu. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'excellente série spin-off A Knight of the Seven Kingdoms, qui se débrouillait très bien avec sa narration épousant le point de vue de Duncan. Mais avant de nous emprisonner littéralement à Port-Réal avec Rhaenyra, l'épisode nous offre un cold open, un prologue, avant son générique dédié à une négociation musclée entre Daemon et Ormund Hightower. Il s'agit ici d'obtenir la reddition de l'armée d'Ormund sous la menace de 3 dragons. Ici, on découvre en Ormund la volonté de lutter contre ceux qu'il considère comme des usurpateurs, malgré l'ultimatum, mais il se révèle plutôt être un pragmatique qui va ployer le genou pour éviter la mort certaine de ses 15 000 hommes, et ce, même si ça veut dire livrer en otage le prince d'Aeron Targaryen, dragonnier qui l'accompagne. Ou du moins, c'est ce que l'épisode voudrait nous faire croire, car le scénario nous réservait en réalité un twist, le Daeron livré à Daemon et Rhaenyra n'est pas vraiment Daeron. Il s'agissait d'une ruse de la part d'Ormund qui a fait semblant de se livrer au noir pour mieux saisir la ville de Chudebourg, très proche de Port-Réal, qu'il va donc utiliser comme place forte et menacer le règne de Rhaenyra du mieux qu'il le peut. Pire, Rhaenyra ne peut même pas vraiment le déloger à coups de feu dragon, car ce serait brûler son propre peuple, et particulièrement des habitants d'une ville qui la reconnaît comme reine légitime. Rhaenyra se trouve donc dans une nouvelle situation de blocage, et ça montre bien ici toute l'effronterie d'Ormund qui, face à Daemon et 3 dragons, décide de jouer les vaincus, tout ça pour mieux saisir l'opportunité qui s'offre à lui. Et Rhaenyra ne peut même pas se venger sur l'otage qu'elle a saisi, car il ne représente rien pour Ormund, c'est très malin de sa part. Je trouve d'ailleurs qu'il est plutôt cohérent que ce soit Daemon qui tombe dans le panneau de la sorte. À mon sens, ça correspond plutôt bien à Daemon qu'il n'ait jamais rencontré son neveu Daeron, qui est tout de même né d'Alicent Hightower, une famille qu'il déteste, et c'est plutôt logique pour lui de ne pas s'imaginer une seule seconde qu'il a affaire à un leurre, car il ne s'imagine pas qu'on puisse prendre un tel risque face à la menace qu'il représente. Pour autant, j'avoue trouver un peu moins crédible le fait qu'on n'envoie aucun éclaireur pour surveiller que l'armée Hightower rebrousse bien chemin vers Villevieille. Quoi qu'il en soit, j'apprécie le fait que la série ne garde pas le twist de Daeron trop longtemps, en tout cas avec la révélation que le Daeron blond n'est pas le vrai, je pense qu'on peut clairement affirmer maintenant que le jeune écuyer roux que l'on voyait dans l'épisode 1 est le vrai Daeron à mon avis. Quoi qu'il en soit, Rhaenyra fait face à une situation insoluble, militairement parlant. Faut-il incendier Chudebourg et les Hightower, quitte à tuer des innocents, ou bien trouver une autre solution, mais laquelle ? Et ce problème vient s'ajouter à toutes les difficultés qui s'accumulent pour Rhaenyra à Port-Réal, comme on le voit tout au long de l'épisode 3. Premier problème, le trésor de la couronne ne se trouve pas à Port-Réal, Rhaenyra est donc sans le sou, ce qui empêche son couronnement face au peuple, chose dont elle a bien besoin en vue de gagner sa légitimité publique face à Aegon II. La nouvelle reine en appelle donc au grand septon et lui demande à recevoir l'onction qui fera d'elle officiellement une reine aux yeux de la foi, mais le septon refuse, car il n'a pas la confirmation qu'Aegon II est bien mort, vu que son corps ne lui a pas été présenté. Ça va même plus loin que ça, car lorsque Rhaenyra lui annonce qu'un dragon lui est apparu lorsqu'elle en avait le plus besoin, elle fait ici référence à Fumée des Mers et à Dankaren, mais elle est bien mal tombée, car le septon déteste tout ce qui a trait au dragon, des bêtes nées d'une magie profane qui le révulse lui et les dieux. Là on voit bien le fossé qui existe entre Rhaenyra et le grand septon, qui représente toute la religion des Sept. Je me mets donc à imaginer qu'il va tout faire pour s'opposer au règne de Rhaenyra. Il la met d'ailleurs en garde de ne pas rejeter la foi. Ça commence donc très mal pour Rhaenyra. Elle a beau avoir le trône de fer, la foi ne souhaite pas faire d'elle une reine officielle, légitimée par la religion. Et dans cet épisode 3, tout est question de légitimité, ou du moins de se montrer sous le jour de la légitimité. Maintenant qu'elle est reine, Rhaenyra a une conscience accrue de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire en tant que monarque. Et visiblement, elle place la limite au fait de légitimer un bâtard, ce qui va faire dégénérer sa relation avec Corlys Velaryon,
La main de la reine lui demande officiellement de légitimer ses 2 fils bâtards, Adam et Aline de Karen, chose qui ne peut être faite que par un édit royal, mais soudain, Rhaenyra se met à douter. Elle ne peut pas être vue en train de légitimer des bâtards, alors que ses propres enfants ont subi des rumeurs de bâtardise depuis des années. Et là, on aurait pu se dire que Corlys en resterait là, mais non, il hausse la voix face à Rhaenyra et furieux, il énumère les prénoms de ses fils, tous affublés du nom de bâtard. Et là, évidemment, j'imagine que comme moi, vous avez été transporté à il y a 4 ans, lorsque dans la saison 1 de House of Dragon, le propre frère de Corlys, Vaemond Velaryon, osait dire tout haut ce que certains pensaient tout bas, les enfants de Rhaenyra sont des bâtards. Et pour ça, il en avait perdu la tête. Le fait que Corlys reprenne ce motif est en soi déjà un parallèle saisissant, mais le fait que personne ne s'oppose à lui, personne ne s'empare de sa personne, ou quoi que ce soit, c'est d'autant plus parlant en contraste à l'époque où Viserys aurait exigé d'obtenir sa langue pour de tels propos. Quoi qu'il en soit, au moment d'adouber Ulf, Hugh et Adam, Rhaenyra décide de ne pas accorder le nom de Velaryon à Adam, et on voit bien sur son visage toute la déception qu'il ressent. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va induire pour la suite de la saison et de la série. En tout cas, Rhaenyra semble on ne peut plus isolée parmi ses propres soutiens, mais aussi dans le donjon qui est désormais le sien. On la voit plusieurs fois seule face à son lit, dans les appartements qui étaient ceux de son père avant elle, un lit dans lequel elle n'arrive pas à se résoudre à dormir, si bien qu'elle va rejoindre son mari Daemon. Dès qu'elle fait un pas dans les couloirs du Donjon Rouge, elle est harcelée par les membres de sa maisonnée pour des affaires triviales, mais qui s'accumulent sur la liste des sujets qu'elle doit traiter, et face à cette montagne de problèmes, Rhaenyra apparaît encore et toujours seule. Lors d'une séance de son nouveau conseil restreint, où se pose la question de gérer les difficultés d'approvisionner le peuple en nourriture, elle attend qu'on la conseille, mais n'obtient rien de la part de Corlys, qui lui renvoie la balle. Mysaria, elle, lui demande simplement d'imaginer comment son père aurait agi. Et comme elle n'a pas d'argent, Rhaenyra ne peut pas adoucir les difficultés du peuple affamé par le blocus qu'elle avait elle-même organisé sur le gosier. Comme le lui dit plusieurs fois Mysaria, un peuple en colère c'est un peuple dangereux, et Rhaenyra fait donc son possible pour l'apaiser, peu importe que ce soit temporaire ou non. Ce faisant, elle décide de donner une leçon aux riches qui s'étaient gavés durant la famine, elle leur sert un banquet de plats à base de rats qui pullulent dans le Donjon Rouge, et leur fait la morale. Un passage que j'ai personnellement adoré, mais qui, soyons honnêtes, ne va sans doute pas jouer en la faveur de Rhaenyra, car elle s'est très probablement mise à dos les riches et les puissants de la ville, ce qui n'est jamais très bon pour un jeune monarque. D'autant que vider leurs réserves permet de faire un geste pour le petit peuple certes, mais comme le dit bien Daemon, ça va aider une toute petite partie du peuple et ne rien faire pour les autres. Le vrai cœur du problème n'est pas traité par ce geste, et sans argent pour y remédier, la gronde va recommencer, c'est certain. D'ailleurs, il me semble voir un blason autour du cou de cette noble présente au banquet. Alors les 3 bandes obliques dorées me font penser au blason de la maison Chittring, qui est une maison des terres de la couronne, ça semble plutôt concordé. Alors je vais pas vous faire tout un laïus parce qu'on cotait pas grand chose de la maison Chittring, donc c'est sans doute un petit clin d'œil aux gens qui connaissent. Le Donjon Rouge grouille de problématiques à régler par Rhaenyra seule, et c'est particulièrement symbolisé par les nombreuses irruptions de rats tout au long de l'épisode 3. Ces rats dont elle hérite après la pendaison de masse des ratiers de Port-Réal, organisée par Aegon II en saison 2, ces rats qui montrent bien qu'il est difficile de tout maîtriser dans une ville aussi vaste que Port-Réal, ces rats enfin qui évoquent toute l'incapacité de Rhaenyra à faire place nette dans sa propre maisonnée, à tel point qu'on voit même un rongeur dans les épées fondues du trône de fer. Toute cette symbolique du rat, qui était déjà présente dans les précédentes saisons, montre bien que le règne de Rhaenyra ne commence pas de manière impeccable, comme le pourrait laisser croire le titre de l'épisode 3, le triomphe de Rhaenyra. Un titre qui est ici assez ironique étant donné que tout dans cet épisode refuse précisément à Rhaenyra d'être vue comme une nouvelle reine triomphante. C'est d'ailleurs particulièrement présent dans la partition de Ramin Djawadi qui, tout au long de l'épisode 3, s'amuse à nous offrir des sonorités toujours plus discordantes quand Rhaenyra chemine dans le Donjon Rouge. On a droit à une mélodie harmonieuse seulement lorsque Rhaenyra distribue de la nourriture au peuple, ce qui symbolise que la joie du royaume est encore accueillie par son peuple, mais dès la transition entre cette scène et la suivante, on retourne à des notes dissonantes qui montrent bien à quel point tout est difficile pour Rhaenyra dans cet épisode 3, et je trouve personnellement que c'est merveilleusement amené. Je trouve aussi qu'il est assez malin d'avoir choisi la première journée de Rhaenyra en tant que reine face à ces sujets pour qu'elle connaisse des règles. Ce n'est pas un détail trivial à laisser de côté ici, ça montre bien aussi que les obstacles auxquels la première reine de Westeros fait face sont politiques et économiques bien sûr, mais en ce qui la concerne, ils sont aussi physiques.
Et évidemment, pas question pour elle de remettre ses obligations à plus tard, sous peine de donner du grain à moudre aux détracteurs qui n'attendent que ça pour pointer du doigt son règne et la prétendue faiblesse du corps féminin. Je le disais, Rhaenyra est seule face à la charge qui est la sienne, mais elle est aussi dans une situation émotionnelle particulièrement désespérée. Elle vient de perdre son fils aîné et héritier Jaehaerys sans avoir le temps de véritablement faire son deuil. Elle le dit à Mysaria d'ailleurs, qu'elle a enfoui son deuil et qu'elle ne ressent rien d'autre que de la rage. C'est sans doute pour ça qu'elle traite les nobles de la sorte d'ailleurs. Mais ça va jusqu'à lui causer une vision troublante alors qu'elle chemine dans le donjon rouge. Rhaenyra voit en un page le visage de Jaehaerys, son fils. Je m'imagine que ce n'est sans doute pas la seule fois où Rhaenyra pourrait avoir ce genre de vision dans cette saison 3, et je me dis que ce n'est pas tout à fait illogique ici qu'une femme au bord de l'épuisement physique et moral puisse subir ce genre de vision. Il semble en tout cas que l'isolement de Rhaenyra soit une thématique à suivre de la saison, comme on le voit au moment où elle croise Baela dans un couloir et qu'elle décide de l'ignorer. J'y vois ici sans doute un ressentiment pour ce que Jaehaerys et Baela ont fait avant la bataille du Gosier, et le fait que Baela n'ait pas réussi à le protéger. Dans cet épisode 3, Rhaenyra est bien esseulée, mais quelques-uns lui apportent un tant soit peu de soutien. Daemon notamment, qui la réconforte, mais veut surtout la pousser à être encore plus ambitieuse. Sa vision prophétique semble l'animer à vouloir encore plus pour Rhaenyra, pour lui et pour leurs enfants, qui pourraient, selon lui, régner sur un empire millénaire. On a aussi Mysaria qui lui donne une oreille attentive et des conseils avisés, mais enfin et surtout, Alicent. Et oui, alors qu'il est, Alicent Hightower est prisonnière de Rhaenyra, tout comme sa fille, Helaena. Et même si Rhaenyra veut bien faire, elle n'a d'autre choix que de les garder en lieu sûr et de contrôler leurs faits et gestes. D'ailleurs, on notera qu'Alicent n'oublie pas purement et simplement l'exécution de son père dans l'épisode précédent, chose qu'on aurait pu craindre d'ailleurs. Elle fait plusieurs réflexions à Rhaenyra à ce sujet, et on sent bien l'embarras de la reine à ce sujet. Mais lorsque Rhaenyra semble de plus en plus perdue dans les affaires de l'État, qu'elle vient tout juste de saisir, c'est à Alicent qu'elle fait appel. Et la reine douairière lui indique que gouverner, c'est choisir d'ignorer les douleurs de certains, car on ne peut pas gouverner en plaisant à tout le monde, et il faudra que Rhaenyra assume que ses choix, s'ils sont bons pour le bien commun, peuvent heurter d'autres personnes. Mais visiblement, Rhaenyra n'est pas prête à l'entendre, et c'est précisément dans cette volonté d'être une reine parfaite qu'elle se retrouve bloquée par la prise de Chutebourg par Ormund Hightower. Alors il est certain qu'elle doit le mettre hors d'état de nuire, mais elle ne peut pas le frapper sans risquer la vie d'innocent. Ormund a-t-il signé un échec et mat face à Rhaenyra? Réponse dans les épisodes à venir dans cette saison 3. Cet épisode également touche du doigt un questionnement qui se pose présentement à Rhaenyra, celui de détruire ou non l'ancienne lignée pour asseoir son propre règne. En effet, Daemon insiste plusieurs fois sur le fait que la reine doit tuer Daeron car il est un prétendant opposant à son règne, qu'elle doit éradiquer au même titre que Aemond et Aegon, mais c'est aussi présent dans le fait que tout au long de l'épisode on décroche des bannières vert et or d'Aegon pour les brûler à la fin de l'épisode, sous les yeux d'une Rhaenyra qui vient d'apprendre que Chutebourg a été prise par l'ennemi. Son réflexe d'ailleurs c'est de dire qu'elle va brûler Ormund, comme si elle avait pris sa décision, mais le garde-dragon qui vient lui apporter la nouvelle l'en dissuade à cause des innocents qui seraient dans la ligne de feu. Mais ça montre bien en tout cas la tentation destructrice qui est celle de Rhaenyra à cet instant précis. Je dois dire que cet épisode 3 m'a paru très solide, aussi bien en termes de mise en scène que d'écriture. Passé les quelques facilités scénaristiques autour du twist de Daeron, je trouve que tous les choix faits par les personnages dans cet épisode sont plutôt logiques, et j'ai grandement apprécié cette plongée dans le quotidien absolument terrifiant des premiers jours de règne de Rhaenyra. Bien loin du triomphe, comme à la fin de l'épisode 2, cette arrivée au pouvoir est particulièrement difficile, et cet épisode 3 contient en creux une grande partie des problématiques que j'imagine développer dans la suite de la saison 3. Sans oublier que tout ceci est servi par une ambiance musicale tout à fait glaçante, composée par Ramin Djawadi. Vraiment, je trouve que ce début de saison 3 est très solide, et je me régale depuis 3 semaines personnellement. Avant de parler des nombreuses références dans cet épisode 3 de House of Dragon, je voulais vous rappeler que si vous aimez House of Dragon, l'univers de Game of Thrones et tout ce qui s'y rapporte, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais aussi que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné encore à la chaîne, ça me ferait super plaisir que vous rejoigniez l'aventure, merci d'avance. Qui dit nouvel épisode dit évidemment de nouvelles références, et cette semaine il y en a encore beaucoup, je vous en fais le listing tout de suite. Précisons tout de suite pourquoi Chutebourg est une prise d'importance pour les Hightower d'Ormund.
En effet, s'il s'agit d'une simple ville marchande du Bief, qui pourrait ne pas avoir grand intérêt, Chudebourg ou Tumbleton en VO est en réalité situé directement au sud-ouest de Port-Réal, ce qui en fait une garnison particulièrement proche de la capitale pour Ormond, qui menace donc très directement le règne de Rhaenyra. Tout particulièrement à un moment où Rhaenyra n'a que des dragons pour défendre la ville, car elle n'a pas d'armée pour tenir les remparts. C'est donc une prise particulièrement importante pour Ormond, qui va jouer le rôle de poil à gratter, juste à côté de Port-Réal ici. Dans la salle du conseil restreint, Rhaenyra cherche à tout prix où peut se trouver le trésor de la couronne. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviendraient pas, dans la saison 1, quand les Verts prennent le pouvoir, Otto demande à Thaïlande de séparer en 4 le trésor de la couronne. Donc il y en a une partie qui reste à Port-Réal, l'autre qui va à la banque de fer de Braavos, une autre qui va à Castral Rock et une dernière qui va à Villevieille. Donc en fait, il y a un quart du trésor de la couronne qui est disponible pour Rhaenyra, tout le reste est complètement ailleurs. Elle veut envoyer des messages aux différentes maisons, et particulièrement à une certaine Lady Joanna. Il s'agit ici de Joanna Lannister, la femme de Jason Lannister, qui a été tuée dans le conflant par les loups de l'hiver de Roderick Dustin, rappelez-vous dans l'épisode 1. Elle sert donc en tant que régente et dame de Castral Rock, le siège ancestral de la maison Lannister. Pour la petite histoire, sachez que Joanna Lannister est née Joanna Westrelin, oui, la même maison que Harold Westrelin, le garde royal qu'on a vu dans la saison 1 et qui a quitté Port-Réal lors de la prise de pouvoir des Verts. La maison Westrelin, ou Westerling en anglais, est une maison vassale des Lannister située à Falaise, The Crag en VO, dans les terres de l'Ouest. Son blason est composé de 6 coquillages blancs sur un champ de couleur sable. Leur devise d'ailleurs c'est « L'honneur, pas les honneurs ». Après sa courte apparition dans l'épisode 1 de la saison 3 et dans le dernier de la saison 2, on peut à nouveau voir la dragonne Tessarion dans ce 3e épisode. Tessarion, c'est la bête que chevauche le prince Daeron Targaryen, dernier fils de Viserys et Alicent Hightower. On la reconnaît à ses ailes et ses écailles bleues, qui lui donnent le surnom de Reine Bleue. Dans le livre, on ne sait pas exactement quel âge a Tessarion, mais elle est en toute vraisemblance plutôt jeune, car en l'an 120 après conquête, Daeron est déjà en possession de Tessarion, mais ne la chevauche pas encore. Feu et Sang va d'ailleurs même jusqu'à préciser que Tessarion est 3 fois plus petite que Vermithor, ce qui vous donne une petite idée de son jeune âge. Daemon souhaite envoyer Ormond Hightower à Villevieille. Villevieille ou Old Town en anglais, c'est le siège de la maison Hightower qui est située au sud-ouest du Bief, à l'embouchure du fleuve qui porte le nom de l'Hydromel. Villevieille porte assez bien son nom car il s'agit d'une des plus anciennes cités de Westeros. En termes de taille, on dit que c'est la 2e plus vaste après Port-Réal dans toutes les 7 couronnes. On y trouve par exemple la Grande Tour, un gigantesque édifice qui sert à la fois de phare et de demeure au Hightower, à qui elle donne son nom d'ailleurs. Au-delà de son activité de port commercial très important, Villevieille c'est le lieu où se trouve la citadelle des Mestres, mais aussi l'ancien siège de la religion des Sept. Autant de caractéristiques qui font de Villevieille une ville d'extrême importance à cette époque, et des Hightower une maison capitale dépassant même en influence leur suzerain Tyrell basé à Haut-Jardin. Tant que je parle des Verts, c'est peut-être l'occasion de parler des différents prétendants qui existent encore pour s'opposer à Rhaenyra à Port-Réal. Déjà, il y a bien sûr l'actuel roi couronné, Aegon II Targaryen, qui est perdu quelque part à Westeros. Si d'aventure celui-ci devait mourir, ce serait à ses fils de prendre le trône, mais Jaehaerys a été tué au début de la saison 2, le trône devrait donc échoir à son frère. Dans l'ordre de succession, on a donc Aemond, puis Daeron Targaryen. C'est pour ça que Daemon est si insistant sur le fait que Rhaenyra doit tuer Daeron sans attendre, car il faut mettre un terme aux divers prétendants qui s'opposent à elle. Lorsque Rhaenyra rencontre le Grand Septon, celui-ci lui offre une bénédiction au nom des Sept qui ne sont qu'un. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que la religion des Sept vénère 7 divinités qui sont en réalité les 7 aspects d'un dieu unique. Le père, la mère, l'aïeul, le guerrier, le féron, la jouvencelle et l'étranger sont en réalité les 7 faces d'une seule et même divinité, d'où le fait qu'ils disent que c'est une bénédiction au nom des 7 qui ne font qu'un. Pour l'aider, Rhaenyra semble déterminée à tourner le dos à son ancien conseil restreint. À Port-Réal, il se compose seulement de Corlys, sa main, de Daemon, son mari et bras armé, et de Mysaria, qu'elle élève au rang de maîtresse des chuchoteurs. Mais c'est quoi déjà ce rôle de maîtresse des chuchoteurs? Alors pour faire simple, c'est le rôle de responsable des espions de la couronne. Le maître des chuchoteurs est chargé du renseignement du monarque et parfois aussi d'exécuter des tâches discrètement, que ce soit des vols, des kidnappings ou encore des assassinats. C'est le rôle de Larys Fort auprès d'Aegon par exemple, c'est aussi celui de Varys, qui appelle ses espions ses petits oiseaux dans Game of Thrones.
Dans cet épisode 3, Rhaenyra demande à ce que son fils Joffrey Velaryon soit rappelé à Port-Réal, car il est désormais l'héritier de son trône suite aux morts successives de Lucerys et de Jaehaerys. Joffrey, c'est le dernier fils issu du mariage entre Rhaenyra et Laenor Velaryon, mais la rumeur veut qu'il soit en réalité l'enfant bâtard de Harwin IV, Harwin Strong. À ce stade de la Danse des Dragons, Joffrey Velaryon est âgé de 13 ans et est le cavalier du jeune dragon Tyraxes. Il était basé dans le Val auprès de Jaina Arryn pour lui offrir la protection de son dragon. Cet épisode 3 est l'occasion de voir le retour d'un personnage qu'on n'avait plus vu depuis la saison 2, c'est cette jeune femme qui habille Rhaenyra dans ses appartements. Il s'agit d'Elinda Massey, la femme de chambre de Rhaenyra. On reconnaît d'ailleurs sur sa robe le blason de la maison Massey, 3 spirales imbriquées les unes dans les autres. La maison Massey, elle est basée dans les terres de la Couronne, dans la ville de Danse des Pierres, ou Stone Dance en anglais, sur le bras de terre nommé le Bec de Massey. Dans le livre, on sait simplement qu'Elinda est la plus jeune et la plus douce dame de compagnie de Rhaenyra. La série étoffe un peu plus son rôle, car elle avait été envoyée à Port-Réal pour disséminer des messages anti-vert, mais aussi pour faire passer le message que Rhaenyra recherchait des semences de dragon durant la saison 2. Elle a donc eu un rôle assez important, mine de rien, dans la série. Lors de la séance de doléances avec le peuple, Rhaenyra évoque le Godswood, le bois du roi en français. C'est une grande forêt située au sud de Port-Réal, où seul le roi a le droit de chasser. C'est pour ça que le peuple est choqué lorsque Rhaenyra parle de les autoriser à y chasser, car ça ne se fait pas, tout simplement. On a déjà vu le bois du roi à plusieurs reprises dans House of Dragon, notamment lorsque Viserys organise une chasse pour l'anniversaire d'Aegon. C'est là que Rhaenyra y voit le cerf blanc, symbole de royauté. Alicent y faisait aussi une petite escapade dans la saison 2. Rhaenyra promet à Hugh Marteau de lui trouver une maison pour lui et sa femme sur la colline de Visenya. Là, comme ça, quand on parle de colline, on s'imagine un petit coin bucolique à la petite maison dans la prairie, mais ça n'a rien à voir, évidemment. La colline de Visenya fait partie des 3 collines autour desquelles est formée la ville de Port-Réal. Il y a la colline d'Aegon, où se trouve le Donjon Rouge, la colline de Rhaenys, où est basé Fausse Dragon, et enfin, la colline de Visenya, où sera bien plus tard édifié le Grand Sept de Baelor. Face aux nobles réunis pour un banquet des plus terrifiants, Rhaenyra se présente d'abord en tant que reine conciliatrice. Ça m'a tout de suite fait penser au fait que c'est le surnom qu'on donne à un autre roi bien spécifique, Jaehaerys Ier Targaryen, dit le conciliateur. Il s'agit du roi qui régnait avant Viserys, à qui il a livré un royaume en paix depuis 50 ans, car c'est justement comme ça que régnait Jaehaerys, avec l'idée de garder la paix dans les 7 couronnes. C'est donc en cherchant des compromis qu'il a régné en conciliateur. À l'image du Grand Conseil de 101, où il a tout simplement demandé l'avis des nobles sur sa propre succession, car il ne souhaitait pas causer de troubles après sa mort. C'est comme ça que Viserys lui a succédé. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Rhaenyra a cette couronne d'or et d'argent dans la série. Il s'agit de la couronne de son père, Viserys Ier, certes, mais c'est aussi celle du roi Jaehaerys Ier. On y voit au centre le blason du dragon Targaryen, mais aussi les blasons des différentes familles suzeraines des 7 couronnes, ce qui montre bien le symbole d'unification représenté par Jaehaerys, par opposition à la couronne d'Aegon II, qui est celle d'Aegon Ier le Conquérant, un roi qui cherchait la soumission de son peuple et des nobles. À la fin de ce banquet, on découvre pour la première fois un nouveau personnage, celui de Torren Manderly. On le reconnaît au blason qu'il porte sur sa tunique, un triton sur fond bleu. La maison Manderly est basée à Blancport, ou White Harbour en VO, un port commercial au sud de la région du Nord, administré par les Stark. Torren Manderly, quant à lui, est un chevalier. Le livre Feu et Sang nous dit qu'il est imposant, mais aussi rusé. Il a un frère du nom de Medric, qui est lui aussi chevalier, mais je ne suis pas sûr qu'on le rencontre dans la série un jour. Durant sa discussion avec Rhaenyra, Daemon évoque les nombreuses conquêtes qu'il s'imagine mener avec sa femme. Il dit notamment que Dorne pourrait être à nous. Ça vous paraîtra peut-être bizarre si vous n'avez en tête que l'époque de Game of Thrones, mais Dorne à l'époque de la Danse des Dragons n'a jamais été conquise par Aegon Ier. Malgré les nombreuses tentatives, Dorne a toujours résisté, tuant même Meraxes et Rhaenys Targaryen 10 ans après la conquête. Daemon s'imagine ici réussir, là où Aegon Ier, le conquérant lui-même, a échoué, unir tout Westeros sous la bannière Targaryen, et ce par la force. Il tourne ensuite son regard vers Essos, le continent à l'est de Westeros, où vivent les Dothraki, mais aussi où sont basées les cités libres, Braavos, Pentos, Myr, Tyrosh, Lys, Lorath, Norvos, Qohor et Volantis. Toutes ces cités libres faisaient à une époque partie de ce qu'on appelle les possessions, à savoir les territoires conquis par Valyria, et lorsque Valyria a disparu, les cités ont survécu en tant que nation indépendante. Elles ont donc une influence culturelle valyrienne très forte. Le fait que Daemon souhaite les reconquérir montre bien qu'il souhaite faire renaître une sorte de néo-Valyria sous l'impulsion de Rhaenyra. Daemon s'imagine même atteindre Yiti,
qui est une région d'Essos à l'est de Qarth, où vit une civilisation particulièrement ancienne autour de la mer de Jade. Cette civilisation est grandement inspirée par la Chine d'ailleurs. Daemon mentionne que non loin de Yiti est située une ville où les hommes ont des ailes. Il fait référence ici à la Cité des Hommes Ailés, qui est une ville dont parlent les légendes et qui serait située dans les montagnes du Matin, tout à l'est d'Essos. On raconte que le peuple qui y vit est doté d'ailes qu'il déploierait pour voler comme des aigles. Alors beaucoup considèrent cependant tout ceci comme un mythe pur et simple, mais Daemon a bien envie de vérifier si c'est le cas ou non, et dans sa tête rien ne s'oppose à ce qu'il vole jusqu'à là-bas pour en avoir le cœur net. Avant que Rhaenyra et Alicent découvrent que Daeron n'est en réalité qu'un leurre, la reine décide d'épargner le dernier enfant d'Alicent et Viserys en lui permettant de prendre le noir. C'est une expression qui veut tout simplement dire s'engager pour servir la garde de nuit au mur tout au nord. Le noir étant la couleur des frères jurés, bien entendu. La solution de prendre le noir est parfois offerte aux nobles, ce qui leur permet d'éviter l'exécution et poursuivre leur vie dans l'honneur de protéger le royaume au service de la garde de nuit. Avant de parler des différences entre Feu et Sang et cet épisode 3, sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avance ainsi que de nombreux contenus exclusifs, comme des réactions nostalgiques. En ce moment on se fait la saison 1 de la série de HBO Rome, et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Ce troisième épisode marque à nouveau de nombreuses différences entre Feu et Sang et la série. Je voulais vous en faire un petit listing là tout de suite, j'ai noté quelques différences assez importantes. De par la nature des adaptations de la série, on peut à nouveau voir de nombreuses divergences avec le livre de George R. R. Martin, à commencer par tout ce qui concerne Alicent et Rhaenyra, puisque dans le livre, la reine douairière n'aide pas du tout Rhaenyra à monter sur le trône. Toutes les scènes entre les deux personnages sont donc des ajouts plus ou moins inventifs. En effet, Alicent et Helaena sont bien prisonnières après la prise de Port-Réal, mais Rhaenyra ne cherche pas à obtenir le conseil d'Alicent, loin de là. De même, Alicent ne lui en donne pas du tout dans le livre. Tout ceci fait partie de l'étoffement imposant qu'adopte la série au sujet de la relation entre Alicent et Rhaenyra depuis leur enfance. Toujours autour de Rhaenyra, la série décide d'entamer une rupture de principe entre Corlys et la reine lorsqu'elle refuse de légitimer Adam, et donc probablement Aline aussi. Sachez que ça n'est pas du tout présent dans le livre de George R. R. Martin. Par contre, il y a bel et bien de grandes tensions entre Corlys Velaryon et Rhaenyra dans Feu et Sang, mais c'est bien plus tôt dans le conflit, et c'est surtout au sujet de la mort de Rhaenys. En effet, Corlys reproche à Rhaenyra d'avoir envoyé Rhaenys seule à Repos des Freux, et d'avoir donc causé sa mort. C'est d'ailleurs à Jaehaerys qu'on doit le fait que Corlys rentre dans les rangs, après qu'il lui propose le poste de main de la reine. Ici, la série décale donc la temporalité de cette brouille, et surtout sa cause, dans ce que j'imagine être un des gros points de contention de cette saison 3, dans la salle du conseil. Je suis curieux d'ailleurs de voir où ça va les mener. Toujours en ce qui concerne les tensions à Port-Réal, j'ai beaucoup apprécié l'ajout de cette scène assez intense entre Rhaenyra et le Grand Septon. L'une lui demande l'onction de la foi, tandis que lui la refuse, car Aegon n'est pas confirmé mort, et on voit bien l'opposition frontale entre leurs deux croyances, comme je le disais tout à l'heure. Tout ceci n'est pas présent dans Feu et Sang, où il n'y a pas d'opposition entre Rhaenyra et le Grand Septon, mais j'avoue avoir trouvé cet ajout très malin dans ce que ça veut dire de leurs différentes croyances, et surtout du fait que Rhaenyra est bloquée par l'absence d'Aegon à Port-Réal. Il y a une autre différence que j'ai pas trop comprise pour le coup, c'est le fait que Daemon affirme à Rhaenyra de but en blanc que son père n'a jamais été ambitieux. Et il prend comme exemple le fait qu'il a renoncé à son dragon Balerion, et ça pour le coup, il me semble que ça n'existe absolument pas dans les écrits de George R. R. Martin. Si mes souvenirs sont bons, Balerion accepte Viserys comme nouveau cavalier, mais celui-ci est trop vieux, trop lourd pour avoir la force de s'envoler jusqu'à Dragonstone. Il meurt ensuite de vieillesse l'année suivante, âgé de plus de 200 ans. Il n'est donc pas question dans le livre que ce soit Viserys qui renonce à voler avec son dragon. J'avoue ne pas avoir compris cet ajout de la part de la série, car il y avait certainement d'autres manières pour Daemon de montrer que son frère n'était pas assez ambitieux à son goût. Enfin, dernière énorme différence entre House of Dragon et Feu et Sang, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour du prince d'Aeron Targaryen. La série décide en effet d'en faire un twist narratif, qui va expliquer comment Ormund s'approche aussi près de Port-Réal sans être vu par les soutiens de Rhaenyra. Ormund fait semblant de ployer le genou face à Daemon et de lui livrer Daeron en otage, sauf que Daeron est bien au chaud à ses côtés, ce qui lui permet d'avancer sans craindre de représailles de la part des Noirs et donc de prendre Chûteaubourg.
Je suis pas certain que c'était super utile, car ça fait un peu passer le vrai Daeron pour un lâche, mais ça donne peut-être un peu plus de galbe à Ormund, qui passe ici pour un malin stratège qui n'a pas l'intention de se laisser faire, même face à la menace de 3 dragons. Ça confirme en tout cas mon sentiment que la série s'intéresse plus à développer le personnage d'Ormund que celui de Daeron. Bien sûr, si vous avez vu d'autres différences avec le livre, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin, je voulais dédier une petite section spoiler aux lecteurs du livre, vous allez voir c'est assez rapide, mais ça dessine quelques thématiques d'importance à mon avis pour la saison 3, mais aussi pour la saison 4, cet épisode, donc on va en parler tout de suite. Si vous n'avez pas lu le livre, sachez que la suite de la vidéo va spoiler, donc attention spoiler, si vous me quittez là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Un truc qui m'a à nouveau particulièrement frappé dans cet épisode, c'est à quel point on insiste sur le petit peuple de Port-Réal, que ce soit dans les plans de la ville, mais aussi dans les discussions au Donjon Rouge, la séance de doléances bien sûr, mais aussi les différentes interactions entre Mysaria et Rhaenyra. Il me semble ici que la série met en place ce qui sera assurément la déception du peuple face à sa nouvelle monarque, ce qui mènera à n'en pas douter à un des grands moments de la saison 4 avec le soulèvement de la population port-réalienne. D'ailleurs, l'ajout de cette scène avec le Grand Septon me semble être fort à propos à ce sujet. En effet, je ne sais pas si la série compte ajouter le personnage du berger qui harangue la foule et la fait se soulever, mais si ce n'est pas le cas, je pense que le Grand Septon peut être un bon personnage avec lequel jouer dans ce sens. Il s'oppose en effet directement à Rhaenyra, mais il montre aussi qu'il n'a aucun amour pour les dragons Targaryens, et enfin, il lui conseille de ne pas se détourner de la religion des Sept. Bref, tout est déjà présent en une très courte scène pour justifier que ce personnage se lève contre Rhaenyra à un moment ou à un autre et deviendrait potentiellement l'adaptation du berger du livre. Dans cet épisode 3, il y a aussi un passage qui vient apporter plus de corps à Ulf et ses prétentions, c'est quand Daemon lui propose sur le ton de la blague la seigneurie de Villevieille pour menacer Ormund. Alors bien sûr, on sait que c'est une plaisanterie dans la bouche de Daemon, mais on rappelle quand même qu'un des surnoms d'Ulf, c'est le sot. L'idiot, quoi. Donc est-ce qu'il va pas littéraliser cette proposition à terme? C'est probable, surtout étant donné ce que mettaient déjà en place les 2 précédents épisodes, à savoir son ambition et son rapport déjà conflictuel avec Daemon. Enfin, il y a un passage qui me pose question dans cet épisode 3, c'est quand Daemon parle du fait que Baela a vu Feu du Soleil, ou Sunfire, mort depuis longtemps et en décomposition, et là j'avoue que je sais plus trop où me situer concernant Sunfire, parce que en tant que lecteur, on sait que Feu du Soleil doit survivre, mais c'est quand même la 2e fois que Rhaenyra ou Daemon nous disent qu'il est mort, mais on se rappelle aussi qu'en saison 2, Criston Cole disait qu'il était mourant et que son agonie était longue. Peut-être aussi que survoler Sunfire dans les cieux sur Danse Lune, ça donne pas vraiment d'informations sur son état de santé réel. Peut-être que c'est aussi qu'il est dans un sale état, mais bien vivant. Ou alors, Aegon va simplement apprivoiser un autre dragon dans le courant de la saison 3 ou de la saison 4, mais ça me paraîtrait un peu étonnant malgré tout. Avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires quelle est la scène que vous avez préférée dans cet épisode 3. Est-ce que j'ai raté des trucs dans mon analyse? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je suis très curieux d'avoir vos analyses à vous sur cet épisode 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, dès demain pour l'analyse plan par plan du trailer de l'épisode 4, pour savoir quelles sont mes théories sur la suite de la saison, bien entendu, et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème House of Dragon et continuer votre visionnage, ça me fera plaisir. À très bientôt tout le monde, salut à tous.